Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue tous les concepts du chapitre 15 sur l'intégration multiple. Donc, on avait commencé le chapitre avec un rappel sur les sommes de Riemann. Alors, c'était quoi une intégrale? Une intégrale, c'est un outil mathématique qui permet de calculer la surface sous une courbe. Donc ici, je vais décomposer cette surface en plein de petits bâtonnets, et en sommant justement la surface de tous ces bâtonnets, j'obtiens ma surface totale. Donc la somme de Riemann, qu'est-ce que c'est? Ça consistait à dire que je vais calculer la surface d'un bâtonnet, donc longueur fois largeur. La largeur, ce sera mon petit delta x. Et la longueur, ce sera par définition ma fonction. Donc ma fonction ici, f de xi. Si je multiplie du coup f de xi avec delta x, j'obtiens ici la surface d'un bâtonnet. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est sommer justement toutes ces surfaces. Et ceci, ça va me donner une approximation de la surface sous la courbe. Donc ça, c'était la somme de Riemann en 2D. Alors maintenant, le truc, c'est que je suis en 3D. Donc avant, j'avais un domaine d'intégration. Donc pour rappel, mon domaine, il partait de x est égal à a jusque x est égal à b. Ici, mon domaine d'intégration, ce sera une surface. Et donc l'idée ici, c'est que je dois calculer deux intégrales. Donc d'abord, je vais sommer sur une rangée. Donc ici, j'ai mon petit élément dA. Donc ici, mon delta A, ce sera dx, dy. Donc ici, c'est quand même un petit bout de carrelage. Et pour chaque carrelage, je vais multiplier la surface ici du carrelage avec la hauteur. Donc, sauf que là, je suis en 3D, donc ma fonction, ici, c'est une surface. Et si je fais du coup delta A, c'est-à-dire ici la surface d'un carrelage, multiplié par la hauteur de la fonction, j'obtiens ici le volume d'un bâtonnet. Et donc maintenant, je vais venir sommer ces volumes. Alors je vais faire deux rangées. Donc d'abord, je vais le sommer sur une rangée. Et puis je vais empiler du coup tout ce que j'ai obtenu dans l'autre direction. Et donc j'obtiens bien ici une double intégrale. Et cette double intégrale me permet d'avoir une approximation du volume qui va se trouver ici sous la surface d'équation f de xy. Alors l'intégrale triple, c'est exactement le même concept, sauf que là, je n'aurai pas des carrelages, j'aurai des petits éléments de volume ici, des petits cubes. Donc mon dv sera donné par dx, dy, dz. Et alors là, c'est particulier parce que ce que je calcule, en fait, c'est un hypervolume. Donc en fait, ma fonction ici, elle est en 4 dimensions. Et donc je calcule, entre guillemets, l'hypervolume sous ma fonction. Sauf que là, je ne peux pas vraiment le représenter. Et donc c'est exactement le même principe. Donc pour chaque élément delta v, je vais le multiplier par la valeur de la fonction. Et ceci, ça va du coup me donner un hypervolume en 4 dimensions. Donc ça, c'était la somme de Riemann. Alors, une fois que j'ai cette somme, j'ai juste à calculer maintenant la limite pour le nombre d'éléments qui tend vers l'infini. Et ça, par définition, ça me donnait du coup une intégrale. Donc ici, j'ai la définition de l'intégrale telle qu'on l'a vue au Q1, sauf que là, bien évidemment, ce sont des fonctions de x et de y. Maintenant, en pratique, calculer une intégrale avec une limite, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc du coup, on a dû trouver un moyen alternatif pour calculer l'intégrale différemment. Alors ce moyen alternatif, ça a été le théorème de Fubini. Le théorème de Fubini, qu'est-ce qu'il dit? Je peux d'abord calculer l'intégrale en dy. Donc si je calcule l'intégrale en dy, j'obtiens ici la surface qui est ici. Et une fois que j'ai mon intégrale ici, je vais maintenant empiler mes surfaces. Donc c'est pour ça que j'ai une deuxième intégrale. L'intégrale ici en dx, ça veut dire que je vais empiler mes surfaces selon l'axe x. Et donc si j'empile des surfaces, j'obtiens bien du coup un volume. Donc un volume, c'est une somme de surfaces. Donc ceci, en jaune, c'est une surface. Et du coup, l'intégrale de mes surfaces, ça me donne bien du coup un volume. Parce que je viens ici sommer mes surfaces. Le théorème de Fubini, il dit qu'en fait, prendre une espèce de tranchouille comme ça, suivant
y ou suivant x, ça n'a aucune influence. Donc je peux très bien prendre des surfaces parallèles au plan YZ et les sommer selon x, ou je peux très bien prendre ici des tranches qui vont être parallèles au plan XZ, que je vais venir ensuite sommer en Y. Donc concrètement, c'est ce qui est écrit ici avec le théorème de Fubini. Et donc calculer une intégrale double, ça revient tout simplement à calculer une intégrale, enfin deux intégrales du coup simples par itération. Donc je calcule l'intégrale qui est au milieu, j'ai un résultat, et je viens intégrer du coup ce résultat. Donc ça c'est en 2D, alors bien évidemment en 3 dimensions ce sera exactement la même chose. Mon élément de volume dV sera donné par dx, dy, dz, et au total je vais avoir 3 factorielles manières de calculer mon intégrale. Alors je m'explique. Pour la première place, j'ai le choix entre commencer par dx, dy ou dz. Les trois, donc ici je vais avoir 3 possibilités. Mais une fois que j'en ai choisi une, disons que j'ai choisi dx, il ne me reste plus que 2. Donc là, je me retrouve avec seulement 2 possibilités pour la deuxième intégrale. Et la dernière intégrale, donc disons que j'en ai choisi une, on va dire dy, il me reste dans tous les cas plus qu'une possibilité. Donc si je veux calculer le nombre de manières différentes que je peux calculer mon intégrale, en fait ça va être donné par 3 fois 2 fois 1. Et ça c'est quoi? C'est factoriel 3, c'est-à-dire ici 6. Donc imaginons que j'ai une intégrale quadruple. Ici on n'est pas dans cette situation-là, mais du coup j'aurai 4 factoriels, c'est-à-dire 24 manières différentes de calculer mon intégrale. Et donc ce qui fait qu'à l'examen, bien évidemment, il faut choisir l'ordre d'intégration qui nous arrange. D'accord? Donc la première intégrale, celle-ci, il faut toujours prendre celle qui va nous arranger, par rapport à laquelle ce sera toujours plus facile. Alors, pour la suite, ce que je vais faire maintenant, c'est analyser les changements de variables. Donc on se souvient que parfois, considérer que je suis en coordonnées polaires, cylindriques ou sphériques, ça va grandement simplifier les calculs. Surtout quand je vais avoir, par exemple, racine de 1 plus x au carré, par exemple. C'est peut-être plus simple de poser que c'est le rayon, plutôt que de le calculer tel quel. Donc on a vu 5 types de systèmes de coordonnées. Donc avec une intégrale double, je vais avoir soit un système cartésien, soit un système polaire. Donc dans le système polaire, je vais avoir juste un rayon et un θ. Et alors attention, que donc ici mon élément dA c'était dx, dy. Par contre mon élément dA quand je suis en polaire, il y a un R qui apparaît. Donc c'est super important, c'est R, dr, dθ. Idem lorsque je vais être ici avec une intégrale triple, soit je vais calculer grâce à une intégrale en cartésien, donc comme d'habitude, soit je vais être dans une intégrale, ici ça va être cylindrique, soit je vais être dans une intégrale ici sphérique. Donc pour rappel, dans le système cylindrique, je vais avoir un rayon, une hauteur et un seul angle. La différence avec le système sphérique, c'est que le système sphérique, je vais avoir un rayon et je vais avoir du coup 2 angles. Un angle d'φ et un angle dθ. Et donc là, à nouveau, il ne fallait pas se tromper au niveau des éléments de volume. Quand je suis en cartésien, ça va être dx, dy, dz. Quand je suis en cylindrique, il y a un R qui apparaît. En fait, la coordonnée cylindrique, elle est très analogue à ce qu'on faisait du coup en coordonnée polaire. C'est exactement la même chose. Et la coordonnée cylindrique, attention que l'élément de volume, il y a un ρ carré signifie carrément qui va apparaître. Donc ici, c'est important de ne pas se tromper au niveau des éléments de volume du coup. Donc ceci, c'était pour mon changement de variable. Alors maintenant, pour récapituler un petit peu, il y a au final 6 types d'intégrales qu'on peut essayer de cataloguer. Donc, lorsque je vais calculer l'intégrale de A à B de mon élément dx, ce que je vais calculer en fait, c'est quoi? C'est la longueur du domaine d'intégration. Donc ici, j'avais une intégrale comme ceci. Ce que je calcule avec cette intégrale-ci, donc c'est L. L, c'est la longueur qui se trouve ici. Donc L, ici, c'est B-A. Donc là, j'ai A, là, j'ai B. La longueur L qui est ici, c'est la longueur de mon domaine d'intégration,
c'est quand je vais juste calculer l'intégrale des dx. Ce qui au final est logique, puisque dx, c'est juste un petit élément. Donc si je viens les sommer entre a et b, j'obtiens bien à la fin une longueur. À ne pas confondre avec l'intégrale de f dx entre a et b, où là, je vais venir calculer la surface qui va se situer sous la courbe. Donc je viens calculer la surface ici. Donc là, ça va être la surface sous la courbe. Et c'est ça qui peut être un peu perturbant, parce qu'au final, l'intégrale double, elle va calculer... Je peux aussi calculer une surface grâce à une intégrale double, si je veux. Donc ici, si je calcule l'intégrale double de mon élément de volume, donc de surface, seulement dy dx. Donc ici, je vais faire un schéma. Donc ici, je vais être en 3D. Donc là, ce que je calcule, c'est l'intégrale de 1 fois dy dx. D'accord? Donc je vais juste calculer, en fait, l'intégrale ici de mon élément de surface. Donc là, donc mettons que j'ai mon domaine d'intégration qui ressemble à ceci. Donc ici, je vais avoir une fonction et ici une autre fonction. Donc là, je vais avoir par une fonction g2 et ici une fonction g1. Attention que ce sont des fonctions du coup de x. Donc là, je vais avoir g1 de x. Là, je vais avoir g2 de x. D'accord? Et donc du coup, y est borné du coup par ces deux fonctions. Alors, en fait, je peux m'amuser, si je le souhaite, à calculer la surface du domaine d'intégration. Donc je peux m'amuser à calculer la surface qui est ici. Alors comment est-ce que je peux faire ça? Ben, je peux tout simplement dire en fait que je vais calculer au niveau des bornes d'abord l'intégrale en y. Donc y, il va aller de la fonction g1 jusqu'à la fonction g2. Donc ici, y va aller de la fonction g1 de x jusqu'à la fonction g2 de x. Et ensuite, x, ben lui, il varie entre a et b. Donc si je fais ça, j'obtiens bien une surface. Donc ça, c'est vraiment le cas où je pars de G1 à G2. Alors le cas où, imaginons que mes bornes, ça va de A vers B en X et de C vers D en Y. Quand je vais calculer l'intégrale de mon dx dy, je vais aussi avoir la surface, sauf que là, la surface sera rectangulaire. Donc, c'est ça la distinction qu'il fallait faire. Si, au niveau de mes bornes, je mets des fonctions, ce que je vais obtenir, du coup, c'est la surface du domaine d'intégration, et ce sera une surface quelconque. Si, au niveau de mes bornes, j'ai un truc plus classique, entre guillemets, donc ici, x va varier entre a et b, et y va varier entre c et d, là, du coup, je me retrouve avec la surface également, sauf que la surface, ici, elle sera rectangulaire. Mais donc, l'intégrale de juste l'élément dy dx, ça calcule bien une surface. Donc, ça calcule quoi? Ça calcule la surface du domaine d'intégration. Donc, la surface du domaine D d'intégration. D'accord? Et là, c'est la longueur du domaine d'intégration. Alors, je continue. Maintenant, je peux calculer l'intégrale double de f dx dy. Alors là, qu'est-ce que je calcule? Je calcule le volume qui va être... Donc, je vais le dessiner ici. Je vais calculer le volume qui va se situer sous ma courbe. Donc, entre ici et le domaine d'intégration, tac. Donc, je calcule le volume, pardon, qui va se situer sous ma courbe. Donc, le volume qui est ici. Donc, ceci, c'est le volume sous la courbe. Et à nouveau, ce qui peut être un petit peu perturbant au début, c'est que l'intégrale triple, au final, elle calcule aussi un volume si je le souhaite. Donc ici, il faut bien comprendre que si j'ai l'intégrale triple de mon dz dy dx, et que mon z, ben en fait, c'est là qu'il va falloir jouer avec les bornes, en fait, je peux m'amuser à calculer le volume. Donc attention que là, j'ai pas mis de f. Hein. Donc ici, je n'ai pas mis de f. Ça, c'est important. Donc j'ai juste calculé l'intégrale de dz dy dx. Ben, si je mets les bonnes bornes, ben, en fait, je peux retomber quelque part sur l'intégrale double. Donc comment? Je vais dire que z, il évolue ben, ici, dans ce cas-ci. Hein, après, voilà, il faut l'adapter en fonction des situations. Mais dans ce cas-ci, il part de 0 jusqu'à ma fonction. Donc au niveau des bornes, ici,
ça va être l'intégrale où z varie de 0 jusqu'à une fonction f de xy. Donc là, c'est ma fonction f, dont je calcule l'intégrale. Donc ici, z varie de 0 à ma fonction. Et ensuite, x et y, ben voilà, je vais les faire varier comme d'habitude. Donc ici, x, je vais dire qu'il part par exemple de A à B, et y part de C à D. Alors remarque, il ne faut pas tout mélanger, mais ici, je pourrais très bien avoir une intégrale où même ici, je vais mettre ici des bornes qui sont des fonctions. Parce que là, j'ai pris le cas où mon domaine, il est rectangulaire, donc j'ai pris le cas d'ici, mais dans l'absolu, mon domaine, je pourrais très bien en fait, retomber sur une intégrale double avec ici des bornes ici en termes de fonctions. Donc imaginons que je calculais ce même volume, sauf que le domaine d'intégration, il est compris entre deux fonctions, une fonction G1 et une fonction G2. Dans l'absolu, je pourrais très bien mettre ici que mon Y, en fait, c'est une fonction G1 de X et une fonction G2 de X. Et là, en fait, je calcule le domaine qui ressemble à ceci. Donc là, c'est ma fonction G1. Et là, du coup, ce sera ma fonction G2. Donc ma première intégrale, ça ira de 0 à f de xy. La deuxième intégrale en y, y est compris entre G1 et G2. Et puis, pour finir, x est compris entre A et B, du coup. Donc ça, c'est si je calcule l'élément de volume. Alors là, en fait, du point de vue de l'intégrale triple, c'est le volume du domaine d'intégration. Donc ceci, c'est le volume de D, d'accord? Parce que lorsque j'ai une intégrale triple, j'ai une fonction à 4 dimensions. Donc le solide que j'ai représenté ici à droite, c'est bien, attention, le domaine d'intégration. Et pour finir, si je calcule l'intégrale de f fois dx, dy, dz, là, ce que je calcule, en fait, ce qu'on appelle un hypervolume. Alors, c'est un petit peu abstrait, mais il y a des applications bien concrètes. On le verra plus tard en stabilité et en dynamique. Donc, maintenant, je vais essayer de résumer un petit peu ce slide. Je passe du temps parce que c'est super important. Quand je calcule l'intégrale de juste dx, de dy, dx ou de dz, dy, dx, ce que je calcule, en fait, c'est la longueur du domaine d'intégration, quand c'est une intégrale simple, c'est la surface du domaine d'intégration quand c'est une intégrale double, et c'est le volume du domaine d'intégration quand c'est une intégrale triple. Maintenant, si je viens multiplier ici par la fonction f, soit je vais venir obtenir ici la surface sous la courbe, le volume sous la courbe ou l'hypervolume sous la courbe. Voilà, et pour finir, on va voir un petit peu les types de domaines. Donc, en fait, je vais avoir deux types d'intégrales. Je vais avoir les intégrales de type 1, où je vais considérer que mon y est borné par une fonction g1, que je peux représenter ici, et une fonction g2, qui se situe là. Donc, ma première intégrale, comme expliqué avec les bornes, je vais borner ici avec, du coup, y qui va aller de g1 à g2. Alors attention que ce que je calcule ici, ce n'est pas la surface. Ce que je calcule, c'est un volume. C'est le volume qui se situe entre... Donc je vais représenter ici mon domaine D. Mon domaine D ressemble à ceci. Alors techniquement, il est perpendiculaire à Y. Donc je vais respecter ce qui est écrit à l'écran. Donc j'ai représenté la situation qui est ici à gauche. Donc c'est comme ceci. Hop. Donc moi, ce que je calcule, c'est le volume entre ma courbe qui est là. Donc ça, c'est ma fonction f de xy. Et moi, je calcule le volume du coup entre ça et le solide qui est là. Donc c'est comme si j'allais jusqu'ici. Hop. Et que je voulais calculer du coup le volume du solide qui est là. Donc attention que y varie de G1 à G2. Donc ça veut dire que je fais comme ceci. Mais ce que je calcule dans l'absolu, ce n'est pas une surface, c'est un volume. Donc ça, c'est le cas où y est borné entre deux fonctions. Mais je vais aussi être présenté au cas de type 2. Donc ça, c'était le type 1. Dans le cas de type 2,
ce que je vais avoir, c'est que c'est x qui va être borné entre deux fonctions. Donc ici, x est borné entre une fonction de y, h1, et une fonction de y, h2. Alors pourquoi c'est une fonction de y? C'est parce qu'à chaque y ne correspond qu'un seul x. Alors qu'auparavant, c'était des fonctions de x, parce qu'à chaque x ne correspondait qu'un y. Donc là, il ne faut pas se tromper, puisque la première intégrale que j'ai calculée, du coup, c'est l'intégrale en x. Donc ça veut dire, en gros, si vous voulez, que je vais me déplacer comme ceci. Là, je calcule ma surface, parce qu'il faut le voir en 3D. Et ensuite, je vais venir empiler toutes ces surfaces, toutes ces petites tranchouilles, je vais venir les empiler avec des y. Donc ça, c'est pour le type de domaine. Alors ici, qu'on comprenne bien, dans ce cas-ci, D, ça représentait bien le domaine d'intégration. Donc ici, D, c'est le domaine d'intégration. Alors le même raisonnement peut être appliqué pour les intégrales triples. Je vais avoir ici mes trois types de solides. Donc là, attention que lorsque je calcule ici mon intégrale triple, ça va être une intégrale sur un élément. Ça va être une intégrale sur un élément ici de volume. Mon domaine d'intégration, vu que ma fonction est à 3 variables et donc en 4 dimensions, mon domaine d'intégration, c'est bien E. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais avoir trois types d'intégrales. Donc les intégrales de type 1, c'est quand z est borné entre deux fonctions. L'intégrale de type 2, c'est quand x est borné entre deux fonctions, donc deux fonctions qui dépendent de y et de z. Et pour finir, l'intégrale de type 3, c'est quand y est borné entre deux fonctions, du coup attention, des fonctions qui dépendent de x et de z. Et là, du coup, je vais à chaque fois commencer par la variable qui est bornée. Donc à titre d'exemple, ici, c'est z qui est borné, donc je vais d'office commencer par calculer l'intégrale par rapport à z, avec ici mes bornes. Une fois que j'ai ça, en fait, je me ramène à une intégrale double. Et vu que c'est une intégrale double, elle-même, elle peut être de type 1 ou de type 2. Donc, pour expliquer ça différemment, mon d qui est ici, je peux soit dire que c'est une fonction comme ceci et une fonction comme ça, soit, une fois donc j'ai calculé mon intégrale simple ici en dz, soit mon intégrale double, je peux la calculer comme étant une fonction comme ceci vers une fonction comme cela. Donc la manière dont je vais venir borner ici mon x et mon y, donc soit je vais faire dx, dy, ça veut dire que x, ce seront des fonctions qui seront en y, donc x sera borné par une fonction g1 de y, g2 de y, soit je vais calculer l'intégrale en dy dx, donc à nouveau, là je reviens vraiment au slide précédent, je reviens vraiment à une intégrale double. Et alors là, du coup, c'est y qui va être borné entre une fonction g1 de x et une fonction g2 de x. Donc une fois que j'ai calculé mon intégrale simple en z, je reviens à une intégrale double qui elle-même peut être modélisée comme un type 1 ou un type 2. Et c'est valable, je l'ai fait ici pour les types 1, mais c'est aussi valable du coup pour les types 2 et les types 3. Donc une fois que j'ai calculé, prenons le type 2, que j'ai calculé l'intégrale par rapport à x, puisque x est borné, je reviens du coup à une intégrale double que je peux donc modéliser, soit comme ceci, soit comme ça. Et idem du coup pour le type 3.